À la mi-temps des Jeux, la France espère sa première médaille d'or ce soir avec Morellon. Georges Marchais parle de la Corse après un nouvel attentat cette nuit à Bastia. Nouvel accord de cessez-le-feu au Liban entre phalangistes et palestiniens. Cette trêve sera-t-elle la bonne? Affaire Piper, climat de suspicion dans la ville de Trave depuis la mort du colonel SS. Madame, monsieur, bonsoir. Ce soir, nous sommes à la mi-temps des Jeux Olympiques. Encore une semaine tout juste et les Jeux de Montréal seront terminés. C'est le moment de tenter de dresser un premier bilan, provisoire bien entendu. Le départ de la quasi-totalité des pays africains n'a finalement pas trop perturbé le déroulement des épreuves d'une bonne tenue sportive, notamment en gymnastique avec la révélation d'une fillette de 14 ans, la Roumaine Nadia Comaneci, et en natation où les records du monde ont presque tous été malmenés. Côté français, dans le lot attendu des déceptions, déjà quelques satisfactions tout de même. Et peut-être ce soir, une première médaille d'or en cyclisme avec Morellon. En effet, après les Verts, Tabarly et dernièrement les chars de l'armée française, Morellon a toutes les chances de s'affirmer comme un nouveau prétendant à la descente des Champs-Élysées, comme c'est devenu la coutume. Cela dit, à côté du sport, ces Jeux sont aussi ceux de la peur. Peur d'un attentat, peur d'une prise d'otage, et sur les stades et en ville, il y a à peu près autant de policiers que d'athlètes. Ces policiers qui, ce matin, ont découvert 150 kilos de dynamite dans un immeuble de Montréal. Il y a eu hier au village olympique un incident qui illustre parfaitement l'esprit de ces Jeux de Montréal. Le service de sécurité a découvert qu'un soi-disant athlète s'était faufilé dans la délégation canadienne. Et pendant plusieurs heures, le village a été investi par les policiers et les soldats. Tel est le climat. Et après une semaine de compétition, on est obligé de faire un premier bilan pas très enthousiasmant. Ici, la contrainte est trop forte. L'impression générale est que nous vivons dans un petit monde bien fragile, bien clos, d'où s'échappent toutes les images que vous recevez et qui reflètent imparfaitement malgré tout le Montréal de 1976. Ainsi, le plus étonnant est de constater qu'après la tempête politique, on semble s'accommoder fort bien de l'absence de l'Afrique. Absence du continent africain, ajoutée à celle de la Chine, un continent de moins, ça fait beaucoup, deux, c'est une grave question. Donc, être sacré le meilleur, le plus fort ou le plus puissant, quand un quart de la planète est absent, c'est à mon sens la pire des dévaluations pour un champion. La gymnastique française, en revanche, a été singulièrement revalorisée avec Boério. Dans une discipline qui a atteint un niveau particulièrement élevé, Boério a bâti des représentants de pays où la gymnastique est considérée comme un sport de première importance. Boério est médaille de bronze à la barre fixe, c'est la troisième médaille depuis le début des Jeux. Cela peut paraître assez maigre. La France, il est vrai, a les champions qu'elle mérite. Et puis 3 médailles, ce n'est pas si mal pour un pays qui n'a toujours considéré le sport comme une matière négligeable, d'autant que Boério ne s'y attendait pas du tout. J'étais venu à Montréal pour essayer de me placer parmi les 6 finalistes. Et c'était vraiment une très grande joie pour moi de me retrouver 3e ex-aequo après les exercices imposés libres. Alors la barre fixe, c'est votre grande spécialité. Vous la travaillez particulièrement? Non, pas exactement. La gymnastique est un tout et il faut absolument travailler les 6 agrès si l'on veut arriver à percer. Et la barre fixe fait partie de cet entraînement général. C'est à cet agrès que j'ai eu mes meilleurs résultats depuis que je pratique la gymnastique. Mais il faut absolument travailler à tous les agrès si l'on veut percer. Mais cela va vous obliger précisément à des efforts plus grands encore dans les 5 autres disciplines. Et déjà, je crois que vous travaillez beaucoup, vous êtes très sérieux à l'entraînement à Mont-Soleil-Mines. Oui, j'ai un programme d'entraînement qui est très sérieux et tracé par mon entraîneur, M. Sniezek. Et notre prochaine étape sera les championnats du monde en 78. Et étant donné qu'ils ont lieu en France, il sera donc très important de se placer. Alors les prochains Jeux Olympiques en 1980 à Moscou, vous aurez alors 28 ans. Est-ce que vous avez l'impression d'être encore assez loin de votre plénitude? C'est très difficile à dire et il y a encore énormément de travail à fournir avant d'arriver à ce maximum.
Avec Morellon, c'est probablement le maximum que la France va obtenir ce soir, c'est-à-dire la médaille d'or. La facilité avec laquelle il a manœuvré et éliminé l'Allemand Bergmann laisse supposer que Morellon est décidément inaccessible. Dans moins de 2 heures, Morellon rencontrera le Tchécoslovaque Ktak, maillot bleu, qui a éliminé l'Allemand de l'Est Geschke hier soir. Ktak, c'est un très bon élément, bien sûr, mais on ne le voit pas battre l'imbattable Morellon. Morellon est l'une de nos rares chances de médaille d'or. Ce serait une grosse déception, une énorme surprise, si Morellon était battu par le Tchécoslovaque Ktak. Espérons, espérons. J'ai 2 autres résultats encourageants des Jeux Olympiques pour les Français. À la perche, les 3 perchistes français sont qualifiés pour la finale. Il s'agit de Tracanelli, Abada et Bello. Et puis en natation, 2 Français en demi-finale du 100 mètres. Il s'agit de Michel Rousseau et René Écuyer. L'attentat au plastique qui, la nuit dernière, a endommagé la villa du commandant de la division militaire de la Corse à Bastia n'a pas fait de victimes. Le général et son épouse, qui se trouvaient chez eux, sont indemnes. Cet attentat, après ceux de la semaine dernière, est survenu quelques heures après que le préfet de la Corse, de la région Corse, M. Riolacci, ait déclaré qu'en cas d'agression, les forces de l'ordre ne resteraient pas sans réplique. À propos du climat qui règne actuellement dans l'île, un commentaire intéressant, celui de M. Georges Marchais, qui passe en ce moment ses vacances en Corse. Naturellement, il en est ici comme dans d'autres régions de France. Nous trouvons des gens qui, sous une forme ou sous une autre, qui leur est propre d'ailleurs, expriment parfois le mécontentement, voire le désarroi de certaines catégories de la population. Nous le prenons en compte. Cela étant dit, mais la revendication d'autonomie pour la Corse n'est pas une revendication sérieuse. D'ailleurs, écoutez, ça fait 3 semaines que je suis en vacances, je me suis promené partout, j'ai encore pas rencontré un Corse qui ait justifié l'indépendance de la Corse. À ce propos, permettez-moi de m'indigner contre la campagne que l'on mène selon laquelle il n'y aurait pas de sécurité en Corse, etc. Ce n'est pas 2 ou 3 fantaisistes poseurs de bombes qui doivent empêcher les gens du continent de venir ici bénéficier de leurs vacances comme je l'ai fait moi-même. En second lieu, nous pensons que certaines mesures de caractère industriel doivent être prises. Nous avons fait quelques propositions à cet effet. Et troisièmement, enfin, il faut développer, évidemment, l'agriculture, à la fois dans la plaine orientale et à la fois l'agriculture de montagne. Autrement dit, nos solutions s'inscrivent dans la démarche nationale, mais elles sont propres à la Corse et de nature à permettre à la population de vivre dignement et à la jeunesse de rester ce qu'elle veut faire dans son département. Au cours d'une interview accordée à Jacques Chancel sur Antenne 2, il y a quelques semaines, vous vous en souvenez, le président de la République avait affirmé à 2 reprises qu'il n'envisageait pas de changer son Premier ministre. En juillet. Pas en juillet, cela voulait-il dire en septembre ou en août? C'est la question que l'on peut se poser. Car depuis lors, les rumeurs les plus contradictoires ont continué à circuler. Cette semaine encore, 2 hebdomadaires sont d'un avis différent. Paris Match affirme que M. Giscard d'Estaing gardera M. Chirac avec les mêmes pouvoirs qu'aujourd'hui, ni plus ni moins. Par contre, Le Point titre « Chirac dans les limbes » et pense que le Premier ministre a été affaibli, puis isolé avant d'être sacrifié. Jacques Chirac, avant de s'envoler pour le Japon, passe le week-end dans le Cantal, le pays de Georges Pompidou, son maître, qui lui avait enseigné, entre autres choses, à ne pas prêter attention publiquement aux bruits et rumeurs qui ajoutent si souvent la vie politique, mais tout de même à s'en méfier comme de la peste. De toute évidence, le printemps n'a pas été tout rose entre l'Élysée et Matignon. Valéry Giscard d'Estaing s'est irrité de la grogne de l'UDR au moment de la discussion d'importantes réformes comme celle des plus-values ou encore la loi électorale. Irritation renforcée par l'avertissement du président du groupe UDR, Claude Labbé, pour la rentrée. Si le gouvernement continue de rêver à une majorité docile, c'est-à-dire inexistante, dit M. Labbé, eh bien la session parlementaire sera pour lui très difficile, on ne peut être plus clair. Summum de la crispation, les reproches que Valéry Giscard d'Estaing aurait adressés à son Premier ministre sur le porte-avions Clémenceau pendant la revue navale. Alors, on pense déjà à la rentrée, c'est normal. L'Élysée laisse dire que le prochain Premier ministre sera Jacques Chirac.
Or, tous les avis concordent, la publication de la charte présidentielle, sur laquelle les conseillers de l'Élysée travaillent et que Valéry Giscard d'Estaing mettra au point à son retour du Gabon, coïncidera avec un changement de gouvernement, mais aussi un changement de méthode. Jacques Chirac, qui n'a pas toujours pu affirmer aisément sa loyauté à la fois envers le président et envers l'UDR, acceptera-t-il de se giscardiser un peu plus pour conduire l'action d'un gouvernement beaucoup plus proche de l'Élysée, ou bien passera-t-il la main, comme certains de ses amis le lui conseillent, pour reprendre la tête d'un mouvement gaulliste divisé par les réformes giscardiennes? La question, on en est certain, la question va agiter la classe politique tout l'été, alors que déjà des noms sont avancés pour Matignon. Olivier Guichard et Robert Gallet, ce sont les classiques, ou, beaucoup plus curieusement, Jacques Chaban-Delmas, et oui, dont les amis, y compris certains bien placés à l'Élysée, préparent un retour en douceur. Monseigneur Lefebvre, sanctionné par Paul VI, le fondateur du séminaire traditionnaliste d'Écône, est suspendu ad divinis, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus célébrer la messe, administrer les sacrements, ni prêcher. Le Vatican avait invité une nouvelle fois Monseigneur Lefebvre à se soumettre. Le prélat a répondu en renouvelant son défi au chef de l'Église catholique et à la messe moderniste. Aucun commentaire pour l'instant de Monseigneur Lefebvre. Cérémonie à l'Île-Dieu pour le 25e anniversaire de la mort de Philippe Pétain. La messe a été célébrée par Monseigneur Rodin, qui fut l'aumônier du prisonnier de l'Île-Dieu. Jean Borotra, ancien ministre de Vichy et ancien déporté, présidait la cérémonie. Pendant ce temps, à Douaumont, une messe était également célébrée en présence de maître Jacques Isorni, avocat de Philippe Pétain, qui a souligné, faisant allusion aux récents propos du chef de l'État, que la porte était ouverte au transfert des cendres et à la révision de la condamnation. L'enquête repart à zéro dans l'affaire du petit Vincent Gallardeau, retrouvé mort noyé hier, après avoir été enlevé au Pradet près de Toulon. Il n'y a plus de suspect, l'homme interrogé par la police a été mis hors de cause, après avoir fourni un alibi qui a été confirmé. L'homme avait été arrêté parce qu'il ressemblait au portrait robot dressé à partir de témoignages d'enfants et de jeunes gens qui ont vu le rapt. Les enquêteurs, par ailleurs, n'excluent pas une mort accidentelle du petit Vincent. Gerald Ford sera-t-il l'adversaire républicain de Jimmy Carter aux élections présidentielles américaines? C'est certain, a annoncé triomphalement le porte-parole du président. Ford a dépassé la majorité requise des délégués pour son investiture. Pas du tout, répond Ronald Reagan, qui brigue aussi l'investiture républicaine contre Ford et l'accuse de compter quelques-unes de ses voix. Réponse définitive à la convention de Kansas City, début août. Une chose certaine, le choix entre Ford et Reagan s'annonce serré et le suspense durera jusqu'au bout. Ce n'est sûrement pas le Xème appel du secrétaire général de l'ONU demandant à tous les intéressés de mettre fin à l'effusion de sang au Liban qui a décidé chrétiens et palestiniens à essayer de conclure un cessez-le-feu dès demain. C'est peut-être, après tout, une lueur de raison ou plus simplement l'épuisement, notamment des forces palestiniennes actuellement en difficulté sur le terrain et sur la défensive à Damas, où elles négocient avec la Syrie. Les casques verts de la force arabe de paix qui tentent de prendre position entre les combattants vont peut-être enfin pouvoir accomplir leur mission. L'accord de cessez-le-feu qui va être soumis à toutes les parties prévoit en effet que ces quelques 2500 hommes, dont 150 sont déjà installés dans la seule voie de passage entre quartier chrétien et quartier musulman, vont se déployer sur tous les fronts de la capitale libanaise pour séparer les combattants. Des renforts de l'armée séoudienne, libyenne et soudanaise arriveraient aussi dans les prochains jours. De son côté, le bras droit de Yasser Arafat, le chef des Palestiniens, continue ses entretiens à Damas pour tenter de réconcilier la Syrie et la résistance palestinienne. Mais face à la volonté de l'armée syrienne de contrôler le mouvement palestinien du Liban, les négociations sont sur le point d'échouer. Quant aux phalangistes chrétiens, malgré les espoirs de cessez-le-feu, ils n'ont guère desserré leur étau autour du camp palestinien de Tel Zaatar, et les quelques 1000 blessés n'ont toujours pas pu être évacués du camp. De plus, des milices arméniennes sont entrées dans la bataille pour la première fois aux côtés des chrétiens, avec qui elles ont occupé une partie du quartier musulman de Naba, la dernière enclave musulmane dans la zone chrétienne.
L'ancien diplomate, académicien et écrivain Paul Morand, mort jeudi dernier à Paris, était un homme qui aimait la vie, comme en témoigne cette anecdote. À 85 ans, Paul Morand continuait lui-même à conduire une voiture de sport, à faire du cheval et du vélo. C'est en 1968 seulement que Paul Morand est élu à l'Académie française. C'est la troisième fois qu'il présente sa candidature, rejetée d'abord en 1935, puis en 1958 où il lui manquera une voix. Avec Paul Morand disparaît l'un des grands écrivains diplomates des années folles qui suivirent la Première Guerre mondiale. En fait, l'homme pressé fera d'incessants allers-retours entre la littérature et la diplomatie, ce qui lui vaudra d'être nommé en 1944 ambassadeur du gouvernement de Vichy et d'être révoqué sans pension ensuite par le gouvernement provisoire. Paul Morand a influencé toute une génération d'écrivains de l'action. Ainsi, c'est à Montréal où il assiste aux Jeux Olympiques qu'Antoine Blondin a appris la nouvelle de sa mort. Sur un plan encore un peu général, cette disparition rouvre pour moi les tombeaux de Pierre Benoît, les tombeaux de Jacques Chardonne et surtout les tombeaux de Roger Nimier, qui était mon meilleur ami et que Paul Morand considérait comme son fils adoptif, son fils spirituel. Car Paul Morand nous a énormément aidés. Il nous a aidés à vivre, il nous a appris à vivre, d'une part par l'exemple, et d'autre part par une tutelle affectueuse de tous les instants. Puis il nous a appris à écrire, car il a introduit véritablement ce qu'on peut appeler le punch dans la littérature. Le sport, en effet, circule dans son œuvre comme une vibration, comme une longueur d'onde constante. Avant, on écrivait comme Paul Bourget, on écrivait comme Anatole France, que j'aime pourtant beaucoup, et puis brusquement, il y a eu cette cassure de la phrase, ce rythme tout à fait extraordinaire qui fait de Paul Morand peut-être le premier, je ne dis pas tellement en importance, mais le premier chronologiquement des écrivains français modernes, contemporains et de leur temps. Dix jours après la mort de l'ancien colonel SS Joachim Peiper, tout le monde n'est pas encore convaincu que c'est bien lui que l'on a retrouvé dans sa maison incendiée. C'est le cas notamment de M. Simon Wiesenthal, qui a consacré toute sa vie à la recherche des criminels de guerre nazis. Simon Wiesenthal estime qu'il pourrait s'agir d'une mystification. Pour lui, ce ne serait d'ailleurs pas le premier cas. Plusieurs anciens nazis ont déjà été ainsi retrouvés morts sans qu'il soit possible de les identifier avec certitude. Cela dit, la police est tout de même à peu près certaine que le corps retrouvé est bien celui de Joachim Peiper. Tout cela n'empêche pas d'ailleurs l'atmosphère de Trave, ce petit village près de Vesoul, où l'ancien colonel SS avait choisi de résider, de s'empoisonner un peu plus chaque jour. Hier, par exemple, une gerbe de fleurs a été déposée devant la maison incendiée. Et dans un tract, les fédérations des républicains indépendants de l'UDR et du Centre démocratique de la Haute-Saône critiquent vivement l'attitude de M. Paul Cacheux, responsable communiste du département, qui avait retrouvé et dénoncé la présence de Peiper à Trave. Elle n'était pas bien compliquée, la vie à Trave. Chaque matin, les hommes allaient au champ, leurs fermes d'autrefois sont devenues des exploitations fructueuses. D'autres partaient à Vesoul, chez Peugeot, une aubaine, voyez-vous que cette usine pour la région. Les 350 habitants ont bâti leur demeure serrée le long de la route départementale. Un peu plus loin, calme, verte, la Saône passe sous le pont de pierre. Les citadins y viennent les dimanches pêcher ou flâner. Mais depuis le drame du 14 juillet à Trave, on se tait. Les journalistes venus en groupe ont posé trop de questions. Les policiers, ceux de Dijon, ont interrogé un à un les villageois. C'est trop. Pour un petit monde qui vivait tranquille. Trop de bruit, trop de lettres anonymes, trop de phrases prononcées. Monsieur Ernest Rigoulot, maire depuis 25 ans de la commune, préfère maintenant le silence. La mort de l'Allemand, les menaces qu'il reçoit, il n'en veut rien dire, comme tous ses administrés. Les gens en ont un petit peu assez. C'est-à-dire que maintenant ils sont inquiets de ce qui se passe à l'heure actuelle, étant donné que la police interroge pas mal de gens de Trave et ça laisse des suspicions. Et on a peur que notre communauté soit un petit peu maintenant divisée. Mais au départ, pour vous, il y a quelqu'un qui est responsable de tout ça, qui a suscité tout cela? Je le pense, oui. Je crois, je n'ai pas peur de l'affirmer, c'est le Parti communiste qui est responsable de cette histoire, étant donné que ce sont eux qui ont mis les tracts dans le pays de Trave avec les insignes M. Peiper SS. Mais ils n'ont fait que dénoncer l'existence d'un criminel de guerre. Ils n'ont fait que dénoncer l'existence d'un criminel de guerre, mais cette dénonciation a porté à la mort de M. Peiper. Pour vous, ils sont responsables de cette mort? Peut-être indirectement, ils en sont responsables. Montrés du doigt, les communistes répliquent inlassablement qu'ils n'ont pas voulu cela.
qu'il condamne les assaillants de la maison de Joachim Peiper, que les meurtriers doivent être jugés, qu'il s'agit surtout d'une question politique. Notre démarche, ce faisant, n'était teintée d'aucun fanatisme, d'aucun esprit de revanche. Si nous l'avons fait parce que nous sommes un parti politique et que la présence de Peiper posait dans ce département et d'ailleurs dans le pays tout entier un problème politique. Nous n'avons pas voulu que Peiper paye davantage, nous avons seulement voulu que les Français s'interrogent sur ce qu'était la politique actuelle du pouvoir et pourquoi un criminel d'une telle envergure que Peiper pouvait avoir reçu et permis de résidence, et permis de construire, et permis de séjour, et vivre bien tranquillement à Traves. C'est tout. À Traves, beaucoup craignent que les meurtriers de Peiper soient des voisins. Et puis il faut prendre parti pour le maire, pour le curé, contre les communistes. En Haute-Saône, on parle aussi de la mutation prochaine du préfet. Des idées bien politiques, on préférerait tellement que ce soit un fait divers. D'habitude, la famille royale ne manque jamais la grande course d'Ascot, le King George VI and Queen Elizabeth Stakes. Voilà, c'est dit. Mais on a beau être roi ou reine, la famille passe avant tout. Et cette année, son Altesse est à Montréal, où sa petite cadette, la princesse Anne, participe aux épreuves olympiques d'équitation. Eh bien, pour la peine, c'est un Français qui a gagné, Yves Saint-Martin, sur un cheval français au nom étranger, Pawnees. Le meeting royal d'Ascot a connu son apothéose cet après-midi avec le véritable championnat du monde des pur sang, le King George and Queen Elizabeth Stakes, qui se déroulait sur 2400 mètres entre 11 concurrents, 7 chevaux anglais opposés à 4 Français. Dès l'entrée de la ligne droite finale, Pawnees, qui a assuré le train depuis le départ, accélère facilement l'allure devant Malakat, Dakota, Orange Bay et le cheval gris bruni. Youth, le favori, est déjà archi-battu. À 200 mètres du poteau, Pawnees, magnifiquement soutenu par Yves Saint-Martin, devient irrésistible. Et malgré tous ses efforts, Bruni, piloté par Lester Piggott, doit se contenter de la 2e place devant Orange Bay 3e. Dakota, Casaque Rose, Toque Rose aurait été dangereux sans sa dérobade à mi-ligne droite. Pawnees, invaincu depuis le début de saison, s'installe déjà comme la grande favorite du prix de l'Arc de Triomphe qui se déroulera à Longchamp le 3 octobre. M. Daniel Wittgenstein, le propriétaire, et Angèle Pénal, l'entraîneur, ont peut-être trouvé une super Allée France. Voilà, dommage que ça ne se soit pas passé à Montréal. La météo, en début d'après-midi, aujourd'hui, les températures ont dépassé 25 degrés dans le sud de la France. Ailleurs, elles étaient généralement comprises entre 20 et 22 degrés. Demain, de la Manche orientale à l'Alsace et la Haute-Savoie, le temps sera variable, avec des éclaircies et quelques averses. Ailleurs, le beau temps persistera. Les températures, après un début de matinée frais, elles marqueront des hausses légères dans les régions qui bénéficieront d'éclaircies. Voilà, ce journal est terminé, mais avant de le refermer, le rappel des principaux titres. Montréal, 2 rendez-vous ce soir en direct, Morellon et la finale du 100 mètres. Georges Marchais, la revendication d'autonomie de la Corse n'est pas sérieuse. Liban vers une nouvelle trêve après l'accord entre phalangistes et palestiniens. Dernier journal d'Antenne 2 à 23h35 après le résumé des Jeux.